Objets chargés d'énergie occulte pouvant contenir de puissantes malédictions, les reliques sont un élément important de Jujutsu Kaisen et il est donc important de comprendre ce que c'est, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le monde de Jujutsu Kaisen, dans laquelle on va parler des reliques, et plus particulièrement des pouvoirs que confèrent les reliques que l'on a jusqu'à présent vues dans le manga. Ainsi, dans un premier temps, nous allons parler du terme de relique, donc je vais essayer de bien vous expliquer ce que c'est. Par la suite, je vous présenterai toutes les reliques apparues dans le manga et les pouvoirs qu'elles confèrent. Néanmoins, je passerai vite sur les reliques présentes avant la traque mortelle pour qu'on puisse pleinement présenter les incarnations des exorcistes du passé. Ainsi, la vidéo contiendra de nombreux spoils sur le manga en général et plus particulièrement sur l'arc de la traque mortelle. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. On rush les 10 000 abonnés, je suis sûr qu'on peut y arriver. Mais ne perdons pas plus de temps et lançons-nous dans la deuxième vidéo de la série Jujutsu World et parlons ensemble des reliques. Avant de pouvoir parler des reliques, il faut déjà comprendre ce que c'est. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, il existe plusieurs objets remplis d'énergie maudite. On peut par exemple citer la lance céleste ou encore les cordes noires. Néanmoins, elles sont catégorisées comme étant des armes, au contraire des reliques, qui, comme vous l'aurez compris, sont des objets chargés en énergie occulte, mais n'étant pas considérés comme des armes. De plus, au même titre que les objets maudits, elles sont classées selon la puissance de la malédiction qu'elles renferment. Les reliques de classe S ne peuvent être détruites. C'est pour cela que les exorcistes les scellent, garantissant ainsi qu'elles ne feront pas de dégâts. Les doigts de Sukuna sont, à ce jour, les seuls à être toujours dangereux, même sous cette forme. Ces reliques bien trop puissantes sont alors scellées pour neutraliser le pouvoir et entreposées dans les archives des lycées. Dans l'espoir de repousser les fléaux, des reliques sont souvent placées dans des établissements chargés en émotions, comme les écoles ou les hôpitaux, pour repousser les potentiels fléaux qui pourraient y avoir élu domicile. Autrement dit, les exorcistes ont choisi de combattre le mal par le mal. Toutefois, plus le temps passe, plus le sceau qui enveloppe les reliques s'affaiblisse. L'objet attire alors plus de mauvais esprits pour s'en nourrir au lieu de les repousser. On peut citer par exemple les doigts de Sukuna qui attiraient les fléaux qui cherchaient à prendre la relique pour devenir plus puissant, comme le classe S que Yuji ou encore Megumi ont affronté. Par ailleurs, n'importe qui ne peut pas retirer le sceau d'une relique. Un humain qui n'est pas doté de pouvoirs occultes ne le peut pas en temps normal. Si le sceau est très vieux et que l'objet est extrêmement puissant, alors cette restriction ne s'applique plus. Après ça, normalement vous devez avoir compris ce que sont les reliques. Mais ce n'est pas fini car une relique peut être ingérée par des humains. Si un être humain ingère une de ces reliques, elle s'emparera de son corps et de son esprit, allant même jusqu'à modifier son apparence. C'est ce phénomène que l'on nomme incarnation. Quant au réceptacle, son corps endure lors du processus de mutation qui peuvent varier. Si la relique est puissante, alors ces variations sont importantes. Et à contrario, plus l'hôte est résistant à sa relique, plus il conserve sa forme originelle. Cependant, il est important de noter que n'importe quel humain, sauf exception, et seulement eux, peuvent faire office de réceptacle aux maléfices. Les fléaux ne constituant pas des hôtes adéquats. Au moment du processus d'incarnation, la plupart des reliques incarnées tuent délibérément ou inconsciemment la conscience de leur réceptacle pour prendre le contrôle total. Mais certaines reliques ne prennent pas le dessus sur leur réceptacle. C'est le cas lorsque la relique décide de coexister avec son hôte ou quand ce dernier arrive à maîtriser le maléfice de l'objet et garder le dessus. Il apparaît alors que dans les deux cas, un système de cohabitation entre en conscience de la relique et de son hôte dans un seul et même corps. Là aussi, l'apparence du réceptacle peut muter, mais avec semble-t-il de légères modifications en fonction de qui contrôle le corps. Et même si le réceptacle a le dessus, la relique peut toujours apparaître partiellement sur le corps. Finalement, qu'importe si la conscience du réceptacle disparaisse ou pas, au moment où la relique s'incarne en quelqu'un, celle-ci fusionne avec l'organisme de l'individu. Les parties deviennent alors indissociables l'une de l'autre, et si le réceptacle meurt, la relique meurt aussi. Voilà, maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir concernant les reliques et les incarnations de ces dernières, on va pouvoir passer à la présentation de toutes les reliques présentes dans l'œuvre et les aptitudes qu'elles octroient. Ces reliques sont tous les doigts momifiés, sectionnés des 4 bras de Ryoben Sukuna. Elles sont alors au nombre de 20 et contiennent l'esprit et la puissance fragmentée de Sukuna depuis plus d'un millier d'années. Ces morceaux de corps sont porteurs d'une puissante malédiction, à savoir l'énergie occulte d'un fléau de classe S, même après un millénaire, et n'ont jamais été détruits puisqu'il est tout simplement impossible de le faire. Ils ont donc été scellés, mais même comme ça, les doigts de Sukuna sont à ce jour les seules reliques connues à toujours être dangereux en l'état. En effet, même après avoir été changés en reliques et découpés en morceaux, Sukuna attire toujours autant les fléaux. De plus, cette puissante malédiction qu'il renferme se renforce de jour en jour et les exorcistes actuels sont incapables de les sceller à leur tour. Une aura et une
présence très forte peut se dégager de certaines reliques. D'autres, à contrario, peuvent passer inaperçus. Tandis qu'il y en a qui ont déjà été mangés par des esprits. Toutefois, les doigts résonnent entre eux et chaque part de Sukuna veut se rapprocher des autres pour retrouver toute sa puissance. Les humains normaux ne peuvent normalement pas les ingérer car ils deviendraient un poison létal pour eux. La seule exception connue est Yuji. Alors un simple coup de chance ou un plan minutieusement mis en place par Kenjaku, nous verrons bien. Dans tous les cas, Yuji est le seul à pouvoir ingérer des doigts de Sukuna et en conserver sa conscience. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas été tué comme ça avait été prévu. On ne sait pas de combien peut s'élever la puissance de Sukuna lorsque l'autre ingère un doigt. Mais il existe des théories disant par exemple que le gain de puissance suivrait une loi factorielle. Par exemple, manger 5 doigts reviendrait à augmenter sa puissance de 5 factorielle. Soit 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois sa puissance. C'est une théorie intéressante et dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres. Ainsi, plus l'autre mange des doigts, cette phrase est très bizarre, je vous le concède. Mais bon, plus l'autre mange des doigts, plus Sukuna retrouve sa puissance d'antan. Pour être honnête avec vous, j'avais complètement oublié que la lisière du supplice était une relique et pourtant elle est bel et bien catégorisée comme étant une relique de classe S. Et quand on connaît son pouvoir, on comprend très vite pourquoi c'est une relique de classe S. Sous sa forme inactive, la relique apparaît comme un cube assez petit pour tenir dans la main d'une personne. Jusque-là rien d'alarmant. Néanmoins, la relique s'active lorsqu'une personne prononce la formule ouverture. Et si la relique vous a pour cible, bon courage. Franchement. Après avoir prononcé la formule, le cube s'ouvre en une masse de chair étirée par 4 coins avec le reste du cube sur les bords. Un œil géant saignant apparaît alors au milieu avec des points de suture le gardant ouvert pour regarder sa cible. Effrayant. Pour que le scellement puisse fonctionner, des conditions doivent être remplies. Premièrement, la cible doit se trouver dans un rayon de 4 mètres pendant 1 minute pour que la relique soit déployée. L'étape suivante du scellement implique que la masse de chair se transfère sur le corps de la cible en un éclair, la piégeant ainsi par la même occasion. Cela les rend immobiles et incapables d'accéder à leurs énergies occultes. Le processus de scellement peut être complété par la formule fermeture, ramenant la lisière du supplice à sa forme initiale et piégeant la cible à l'intérieur indéfiniment. Un seul occupant peut être confiné à la fois. À moins que la personne à l'intérieur ne se suicide, la lisière du supplice ne peut être utilisée. À l'intérieur de la dimension de la lisière, le temps ne s'écoule pas et la personne scellée est entourée de squelettes sombres et d'une atmosphère pesante. Si la personne scellée à l'intérieur est un monstre de puissance comme Satoru Gojo, la lisière deviendra extrêmement lourde. Mais putain, mais quel goat celui-là. Néanmoins, il existe une autre façon de se libérer de la lisière du supplice, il faut se munir de l'envers. Donc une sorte de porte de sortie. Une fois que la lisière du supplice a scellé quelque chose, l'autorité de l'ouvrir appartient au détenteur du devant, donc de la lisière du supplice. Celui de l'envers ne peut pas ouvrir, et pour le faire, il doit recourir à un sort ou un objet maudit, enduit d'un sort qui a la capacité d'annuler ou de contrebalancer d'autres techniques, donc comme la lance céleste ou encore le sort de l'ange que nous verrons par la suite. Ce que l'on appelle fœtus des 9 phases sont en réalité le fruit d'une expérience sur 9 fœtus maudits, issus de l'union entre une humaine et des fléaux portés par Noritoshi Kamo, donc le Kenjaku actuel. Ils ont chacun été scellés pendant 150 ans, avec seulement la notion de vivre les uns pour les autres, les aidant à survivre. Bien qu'existant toujours en tant que reliques, les fœtus des 9 phases apparaissent comme des petits fœtus qui ne peuvent pas agir seuls. En les implantant dans un autre humain, les 9 phases peuvent s'incarner en tant qu'esprit à la fois humain et fléau. Le réceptacle peut être n'importe qui, même un humain sans aucun talent ni potentiel occulte. Les 9 phases entièrement incarnées sont considérées comme des fléaux de classe S. En raison de leur corps de chair et de sang, ces êtres peuvent être vus par des humains normaux, et même les exorcistes peuvent avoir du mal à dire s'ils sont un esprit ou un maître des fléaux. Contrairement aux fléaux, leur corps ne disparaît pas après leur mort. Les numéros 1 à 3 des fœtus, Chozo, Ezo, Kechizu, sont capables d'utiliser des sorts reliés au sang. De plus, chaque fœtus peut produire du sang à volonté tant qu'il ne tombe pas à court d'énergie occulte. Leur sang est d'ailleurs pour la plupart toxique. Chozo, quant à lui, peut utiliser le sort héréditaire du clan Kamo, la malédiction des hématites, en raison de sa relation avec l'exorciste maléfique Noritoshi Kamo. Alors à partir de là, ce sera un petit spoil sur le chapitre 203 et 204, donc si vous n'êtes pas à jour, passez à la section suivante. Alors, durant son combat contre Kenjaku, on a vu Chozo utiliser ce qui semblerait être les sorts de ses frères, donc Ezo, Kechizu et même Yuji. Donc c'est assez intéressant d'ajouter à cette vidéo le fait qu'il semblerait que les fœtus maudits puissent utiliser les sorts de leurs frères. On va enfin pouvoir passer à la section où nous allons parler des reliques réincarnées au sein de la traque mortelle, et on va commencer par le premier apparu dans cette dernière. L'Izistar. Il fit son apparition dans le chapitre 162 dans lequel on découvre qu'il se sert de jeunes femmes pour appâter ses ennemis afin de les tuer. Malheureusement pour lui, celui qui s'est fait piéger n'était pas n'importe qui, c'était notre bon vieux Megumi. On ne connaît rien de son passé, on sait simplement que c'est une relique au même titre que
ce que nous verrons par la suite. Durant son combat contre Megumi, on en apprendra un peu plus sur ses pouvoirs. Comme vous le voyez, à son accoutrement ridicule, Lazy Star est recouvert de reçus et son pouvoir est simple. Il est capable de reproduire ce qui se trouve sur ses reçus et leur donner des ordres simples. Comme par exemple donner l'ordre à un couteau de voler. L'utilisation qu'il en fait est assez drôle dans un premier temps. En effet, il utilise ses reçus pour revigorer son corps avec un séjour de 3 jours et 2 nuits dans un palace ou encore faire apparaître une Vespa afin de suivre Megumi qui volait grâce à lui. Par la suite, durant leur combat de territoire, Lazy utilisera le panier du vide, une technique permettant de neutraliser un territoire et de supprimer la dimension imparable des sorts. Malheureusement pour lui, le panier du vide a pour effet certes de neutraliser des sorts d'un territoire, mais seulement ceux reliés à la barrière. Néanmoins, le territoire de Megumi n'a pas de barrière et donc son panier du vide ne servait à rien. Il perdit donc son combat contre Megumi et sa vie par la même occasion. Druv est un exorciste ayant vécu il y a plus de 1800 ans, durant l'époque Yayoi, puisqu'il aurait participé à la terrible guerre civile de Wa. À un moment donné de sa vie, Druv a passé un pacte avec Kenjaku, le transformant ainsi en relique. Il aurait eu 2 incarnations, toutefois on ne sait rien de la première. Des années plus tard, Kenjaku a offert la relique qui est devenue Druv à un humain, et ce dernier s'est réincarné dans son réceptacle. C'est un exorciste sans aucun doute puissant qui a pu étaler sa vie sur plusieurs générations à travers 2 incarnations différentes après sa vie d'origine. Il possède donc une grande expérience. Son exploit le plus remarquable fut celui de conquérir à lui seul le Japon pendant la guerre civile de Wa. Durant la traque mortelle, l'invocateur a pu marquer 91 points en 12 jours, devenant même l'un des 4 joueurs les plus forts de son arène. Concernant son sort, il lui permet d'invoquer 2 types de familiers lui permettant de changer en territoire l'espace que ces 2 familiers délimitent. C'est à peu près tout ce qu'on sait du personnage et c'est bien dommage. J'aurais aimé voir sa technique en action, mais malheureusement il est tombé sur plus fort que lui, car il est tombé sur Yuta Okotsu, le GOAT. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui si ça vous intéresse. Il perdit donc la vie aussi rapidement qu'il est apparu dans le manga. Avant de passer aux 3 dernières reliques, je vais parler vite fait des 3 reliques dont on ne sait quasiment rien. En premier, on a Hagane Daido, l'incarnation d'un maître d'armes sans égal. C'est une exception car il ne se bat qu'avec un sabre et donc sans énergie occulte. Lui, tu lui donnes un katana, il te farcit tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il a la capacité d'analyser un katana, rien qu'en l'utilisant. Après l'utilisateur du katana vient le lutteur Rokujuchi Miyu. La seule chose qu'on a vue de lui, c'est son territoire simple qui lui permet simplement de disputer des matchs de sumo si son adversaire l'accepte. Ainsi, le territoire ne possède rien d'exorciste, comme les serments par exemple. Ainsi, étant donné que son territoire exclut toute forme de serment, le temps s'y écoule plus rapidement. Maki et lui ont pu se battre plus de 1000 fois en à peine 1 minute. On peut d'ailleurs soulever le fait que c'est un grand combattant au corps à corps, car pour réussir à gagner plus de 1000 fois contre Maki qui possède une force exceptionnelle, il faut le faire quand même. Et enfin, pour finir, on a l'ange qui s'est réincarné en son hôte Hana Kurusu. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle possède une technique occulte permettant d'annihiler toute technique, que ce soit des techniques de barrière ou tout simplement des techniques occultes. La seule chose que l'on sait d'autre, c'est qu'elle a un lien avec Sukuna, qui d'ailleurs se fait appeler l'ange déchu. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo théorie, elle est disponible sur ma chaîne. Et si vous avez le temps, checkez les commentaires, il y a des théories super intéressantes. En tout cas, voilà pour ceux dont on ne connaissait pas grand chose. Désormais, on va pouvoir passer aux 3 reliques qui furent le plus développées et dont on connaît les techniques occultes. Takako est une combattante exceptionnelle, même selon les normes des exorcistes du passé. Elle était la chef d'un groupe d'assassins d'élite qui ont servi le clan Fujiwara, un des clans dominants de la période Heian. Takako a conservé cette force dans sa seconde vie, devenant sûrement l'une des exorcistes les plus performantes de la traque mortelle, tout en combattant dans l'une des arènes les plus violentes. Elle a marqué 70 points en 12 jours, ce qui en fait une médaille suffisamment élevée. Tout cela a fait d'elle l'un des 4 joueurs les plus puissants de l'arène Sendai, au même titre que Druv, Kuro et Ryu, qui possèdent une force équivalente à la sienne. La capacité de Takako à manipuler l'espace en fait une combattante difficile à combattre, même au corps à corps. Même Yu, un prodige parmi les exorcistes modernes, a eu du mal à la combattre directement. Elle s'est également avérée être un mauvais coup pour Ryu, devenant la première personne à rediriger son propre canon d'énergie occulte vers lui. Gage de sa force, Takako est même capable de manipuler l'extension du territoire, une technique considérée comme le summum de l'exorcisme. La technique innée de Takako lui confère la capacité de manipuler l'espace. Elle peut transformer un plan du ciel en une surface tangible et l'utiliser pour manipuler l'espace. Elle l'utilise également pour l'éviter et se vêtir. Au combat, Takako peut se défendre en déformant la forme des attaques de son adversaire. Alors que les surfaces qu'elle contrôle ne causent pas directement de dégâts à ses adversaires, Takako peut briser la surface du ciel comme une fine couche de glace et impacter sa cible. Cela permet à ses attaques de briser la garde de son adversaire et de prendre une dimension destructive massive. Elle peut également perturber son adversaire en créant des distorsions sur les membres de son adversaire par exemple. De plus, comme on l'a dit juste avant, elle est capable également d'utiliser l'extension du territoire, donc c'est vraiment une combattante d'exception.
Ryu est un exorciste du passé doté d'un canon à énergie occulte dont le pouvoir est le plus dévastateur de la traque mortelle. Il a réussi à marquer 77 points en 12 jours. On ne connaît pas grand chose sur son passé, la seule chose que l'on sait sur lui, c'est qu'il adore se battre. C'est pour cela qu'il a accepté le pacte avec Kenjaku. En effet, il était insatisfait de son ancienne vie, sentiment qu'il trouve assez pénible à la longue. Il se compare à une personne n'ayant pas eu de dessert dans son existence. Il veut profiter de sa chance d'avoir une seconde vie pour trouver un adversaire digne de satisfaire sa faim insatiable, car il ne s'est jamais senti rassasié auparavant. Yuta Okotsu possède potentiellement la capacité de rassasier Ryu. Ce dernier a attaqué Yuta à la recherche de cette satisfaction, et il ne sera pas déçu. La capacité à tirer de l'énergie occulte comme un canon confère à Ryu un potentiel destructeur massif. Non seulement cela, mais c'est un combattant très talentueux qui peut se battre de près ou à distance tout en utilisant toujours sa production d'énergie explosive. Il a pu lutter contre Yuta et même le prendre au dépourvu en déchargeant de l'énergie occulte de manière intelligente. D'ailleurs, pour réussir à suivre Yuta au corps à corps, il faut le faire. En effet, même s'il ne se considère pas comme excellent physiquement, il compense largement ce manque avec un flux insane d'énergie occulte. On parle quand même d'un gars qui balance des voitures et qui court aussi vite que Yuji. Donc niveau performance, on est pas mal. De plus, Ryu a une grande quantité d'énergie qu'il convertit en faisceau d'énergie et qu'il lance à travers ses cheveux. Oui, dit comme ça paraît un peu bizarre effectivement. Il peut également l'éjecter directement hors de son corps, comme montré lors de son altercation avec Yuta. Il peut par ailleurs en tirer plusieurs à la fois et chaque faisceau porte une force destructrice incroyable. Son attaque Granite Blast peut tout annihiler sur plusieurs centaines de mètres. On va maintenant parler du combattant ayant atteint en premier les 200 points, soit le meurtre de 40 joueurs de la traque mortelle. C'est énorme. On ne connaît pas grand chose sur son passé. La seule information que l'on ait, c'est qu'il pactisera avec Kenjaku, comme toutes les autres reliques, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, Hajime Kashimo ne jurait que par affronter des adversaires puissants. À son époque, c'était sûrement l'exorciste le plus puissant. En effet, la première fois qu'on le voit, on le voit discuter avec Kenjaku, après avoir massacré un combattant sans doute puissant. Néanmoins, même les plus puissants vieillissent et c'est pour cela qu'il acceptera de pactiser avec Kenjaku. Pour ça, mais surtout car Kenjaku lui avait proposé de devenir une relique afin de pouvoir affronter l'exorciste le plus puissant, siégeant à cette place depuis 600 ans, Ryomen Sukuna. C'est d'ailleurs assez fou de se dire que même après sa mort, il continuera de demeurer comme le plus fort. Sa technique est plutôt simple à expliquer. Il décharge de l'énergie positive dans son adversaire, puis dirige la charge négative de son propre corps vers son adversaire pour générer en un coup un éclair qui fend l'air. Ainsi, elle est considérée comme étant imparable, mais ne nécessite pas d'extension du territoire. C'est complètement fou. De plus, il est capable d'utiliser l'énergie occulte électrique sous toutes ses formes, lui permettant par exemple d'exploser le bras de Kinji. Il est également capable d'accumuler de l'électricité dans son épée et d'ensuite la relâcher quand il en a envie. C'est grâce à ça qu'il déchiquetera l'abdomen de Kinji. Néanmoins, il semblerait qu'il ait besoin d'un temps pour se recharger. Mais au-delà de ces techniques extrêmement puissantes, Hajime est un combattant d'exception au corps à corps car pour réussir à tenir le rythme de Kinji avec le bonus octroyé par son territoire, il faut le faire. Car oui, Kinji est un fucking combattant au corps à corps, il ne faut pas oublier qu'il participait à des combats illégaux et que ses coups sont d'une puissance inouïe et couplés à sa guérison presque instantanée et à son flux d'énergie occulte infini, ça devient très vite impossible de suivre la cadence. Mais Hajime lui y parvient et parvient même à prendre le dessus sur Kinji à plusieurs reprises. En effet, il a une vision du combat hyper impressionnante et une grande connaissance de l'énergie occulte, mais également de la chimie car il fut capable d'élaborer une stratégie pour venir à bout du sort d'inversion de Kinji en utilisant le chlore présent dans la mer pour intoxiquer Kinji. Enfin, on peut ajouter qu'il a une grande connaissance en anatomie humaine. Ainsi, Hajime est un combattant d'exception possédant un sort électrique capable de faire frôler la mort à Kinji plus d'une fois. Kinji qui, je le rappelle, est considéré par Satoru Gojo comme étant un de ses potentiels successeurs, donc ce n'est pas rien. Ainsi, Hajime, je pense, est supérieur à tous ceux qu'on a présentés juste avant. Enfin voilà, c'est avec cette dernière relique que se clôture l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous et bombardez la barre de like pour soutenir la chaîne. Dites-moi également dans les commentaires quel autre sujet vous aimeriez voir dans le prochain Jujutsu World, et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.